Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. On se retrouve pour le premier rapport d'expédition. Je suis super content de commencer à faire ce truc, je pense que ça va être vachement marrant. L'objectif c'est que, comme vous le savez certainement maintenant, j'ai une table ouverte de Shadow Dark qui tourne, donc on essaie de faire 2 parties par semaine actuellement. Et je vais essayer à chaque fois, le lendemain de la partie, de vous faire une vidéo où on fait un rapport sur la dernière expédition qui a été jouée. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé rapidement, j'ai fait une sorte de version accélérée des 5 expéditions de départ. Vous pouvez aller la voir pour essayer de vous y retrouver un petit peu. À partir de maintenant, on va commencer en faisant une vidéo, une expédition. Peut-être qu'on passera à une vidéo, 2 expéditions pour qu'il y ait une seule vidéo, rapport d'expédition par semaine ensuite. On verra. Ce qui va me permettre de faire ça et de gagner beaucoup de temps, c'est d'utiliser un logiciel qui ne sponsorise absolument pas cette vidéo. Je vous ai bien eu. C'est juste que la dernière fois, je discutais avec le scénarurgien sur sa chaîne. Il m'avait invité pour un podcast sur la création YouTube et tout. Et ensuite, on a discuté et tout. Et il me disait que lui, il avait investi dans un logiciel qui s'appelle TimeBolt et qui permet de faire des cuts beaucoup plus vite en détectant les silences. Comme je suis un homme de l'âge de pierre, je ne connaissais pas ça. Maintenant que je l'ai, je pense que ça va faciliter justement le fait de pouvoir vous faire plus de vidéos. Parce que si on reste comme ça, à une vidéo pour chaque partie de jeu de rôle, dites-vous bien que si je dois faire le petit cut moi-même à la main, je ne ferai jamais ce genre de truc. Donc ça va me faire gagner beaucoup de temps. Et si j'ai pu prendre TimeBolt, c'est parce qu'il y en a certains d'entre vous qui soutiennent sur Tipeee. Donc merci à eux, vous êtes toujours de plus en plus nombreux sur Tipeee. Ok, on est parti. Pour cette expédition 6, on était avec 4 joueurs. On avait le joueur qui incarne Zaldini le Rouge, un gobelin magicien qui a déjà fait une partie dans la Shadow March. Donc lui, il connaît un peu le fonctionnement. Et puis ensuite, on était avec les joueurs de Tamra, Aran et Dalbator, avec qui j'ai tous joué une fois, soit dans une campagne, soit dans un one-shot et tout, mais qui n'avaient pas encore mis les pieds dans la Shadow March. Donc c'était une première pour eux. Pour l'instant, c'est beaucoup de premières, cette Shadow March, on va pas se le cacher. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, nos héros de l'expédition 6 ? Dans l'épisode précédent, pour vous rappeler très très brièvement, tous les PJ de la campagne sont originaires d'un village qui vit un peu en mode comme dans la comté, quoi. Ils se tournent les pouces dans une vallée dans laquelle ils ont grandi, il se passe pas grand chose, ils sont plutôt tranquilles. Il y a une secousse qui vient tout ravager, il y a des elfes noirs qui apparaissent, des champignons, plein de menaces qui apparaissent. Le statu quo s'effondre, il faut maintenant agir. Et dans le dernier épisode, juste avant celui dont on va parler aujourd'hui, ce qui s'était passé, c'est qu'en fait, les habitants du village, une de leurs coutumes, c'est de verser un tribut, de donner des offrandes à des draco-prêtres qui veillent sur eux depuis le haut d'une montagne. Et ce qu'ils ont découvert dans l'épisode précédent, qu'une certaine Cyraël leur a révélé, c'est que ces fameux draco-prêtres qui viennent chercher le tribut chaque année sont en fait des pirates qui se déguisent en draco-prêtres et qui jouent sur les superstitions. Donc à ce moment-là, les PJ sont un peu remontés, ils essayent de faire une sorte de dénonciation des draco-prêtres. Lors du rendez-vous où les villageois doivent rencontrer les draco-prêtres, les PJ font une sorte de discours en mode « Vous voyez, les draco-prêtres ne sont pas là, ce sont des imposteurs et tout et tout ». Et finalement, les draco-prêtres apparaissent en armes, prennent tout le tribut et s'en vont. Et donc, l'expédition 6, son objectif, c'est de prendre en chasse plus ou moins ces draco-prêtres, de se mettre sur leurs traces pour essayer de révéler la vérité et de mieux comprendre la situation. Et donc, naturellement, la première chose qu'ils font, avant de partir, c'est de prendre un petit rendez-vous avec Cyraël, donc cette pirate qui a commencé à leur révéler la vérité. Ils prennent rendez-vous avec elle dans une auberge. Donc Cyraël leur explique que oui, les draco-prêtres n'existent pas, que ce sont des pirates déguisés. Néanmoins, elle ne s'attendait pas à ce qu'ils soient là cette année. Donc pour elle, ses amis pirates ont été compromis et les gens qui portaient les masques de draco-prêtres et qui sont venus voler le tribut, ce ne sont pas les draco-prêtres, ce sont une deuxième couche d'imposteurs. C'est une immense... C'est le Truman Show en fait, cette vallée. Donc déjà, elle prévient les PJ, elle leur dit « Soyez prudents ». Et puis, elle leur donne quelques infos. Normalement, les draco-prêtres, pour elle, ou en tout cas ses amis pirates, ils se rassemblent dans un temple, en fait, chaque année, où ils se déguisent en draco-prêtres, ils descendent dans la vallée, ils prennent les trucs. Et donc, comme Cyraël, elle connaît un peu plus le monde extérieur que les PJ, elle leur révèle l'ensemble de la carte de leur île. Donc déjà, à ce moment-là, c'est un peu une révélation pour les PJ, entre guillemets. Ils vivent sur une île. Pour eux, le monde, jusqu'à maintenant, c'était juste cette petite vallée. Et à ce moment-là, un peu rigolo, Cyraël leur fait « Bon, les gars, vous êtes bien naïfs, mais en fait, vous habitez juste sur une pauvre île au milieu de l'océan et le monde est très vaste autour de vous. Je vous en dis pas plus, ça vous donnerait le vertige, restons-en au fait. » Elle leur montre la carte, comme ça, de l'île. Et du coup, ça révèle l'ensemble de la map au PJ et ce sera bien pratique pour les expéditions suivantes, excusez-moi, aussi, pour se repérer. Donc,
Voilà, les PJ, eux, ils ont toujours vécu dans ce petit village. Il y a aussi un autre village qui est celui de Piémont. Ça, c'est l'échelle de leur vallée, c'est l'échelle de leur vie jusqu'à maintenant. Et en fait, ce qu'ils découvrent, c'est qu'il suffit de monter de quelques miles vers le nord et boum, on se retrouve vers la mer. La vallée est cernée de montagnes. Et l'emplacement, en l'occurrence, du temple, où on peut présupposer que les faux dracoprêtres se trouvent, l'emplacement de ce temple est révélé. Elle révèle aussi l'emplacement d'une sorte d'ancien phare qui fera peut-être l'objet d'une prochaine expédition. Nos PJ, forts de ces informations, ils vont partir de Piémont et leur objectif, c'est de se rendre là-bas. Avant de partir, Syrael va donner une petite amulette à Zaldini le Rouge, le gobelin. Petite amulette qui lui permettra de s'identifier comme étant un ami des pirates si jamais les PJ rencontrent les pirates pour pouvoir plus facilement discuter avec eux, faire comprendre qu'ils connaissent Syrael, etc., etc. Avant qu'on continue, je vais vous présenter davantage les PJ du cast de cette expédition. Donc on avait Tamra, une voleuse, un peu moquée par les garçons dans sa jeunesse, qui a donc quitté le village et décidé d'aller vivre un peu en ermite dans la nature et de se faire toute seule, donc un peu une badass. Le joueur a décidé volontairement de créer un personnage niveau 1, alors que je rappelle que dans cette campagne, voilà, les règles de création de personnages évoluent au fur et à mesure. Et il aurait pu créer une voleuse de niveau 2 tout de suite. Il décide, pour le challenge, de prendre une voleuse de niveau 1. On verra si ça lui porte chance. Ensuite, on a Dalbator, lui qui est un ancien soldat. Alors, soldat, c'est un bien grand titre dans la vallée. C'est plus une fonction qu'autre chose, puisque, comme je vous le disais, la vallée n'a jamais connu la guerre. Donc, ancien soldat, mais en réalité, sa classe, c'est magicien. C'est son background soldat. Et pendant toute l'aventure, avec Zaldini, le Rouge, ils vont s'envoyer, non pas des pics, mais ils vont un peu se challenger. C'est des petits intellos, ils aiment bien parler pendant des heures. C'est les deux magiciens de la bande. Et enfin, on a Aran, lui qui est un ancien mineur qui a été touché, visité lors d'un rêve par une divinité, un être de lumière qu'il a appelé Saint Eragnis, donc qui est un des dieux du panthéon de base, on va dire, de Shadowdark. Les gens de la vallée, normalement, eux, ils vénèrent 3 dragons, le glouton, la sentinelle et le général. Il y a des statues de ces dragons partout. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils donnent des tribus aux dracoprêtres. Bon, ils ont jamais vu, les PJ n'ont jamais vu de dragon de leur vivant, mais c'est ça les croyances des gens de la vallée. Lui, Aran, il est comme ça touché par la lumière d'une autre divinité lointaine, alien, presque une hérésie finalement. Mais il est convaincu que voilà, il y a Saint Eragnis qui le protège. Il commence à remettre en question un petit peu l'existence des dracoprêtres. Il n'est pas le seul, suite aux révélations que les dracoprêtres sont des imposteurs, que des dragons potentiellement sont aussi des imposteurs et tout. Bref, lui, il vénère Saint Eragnis. Voilà un peu le casting. Une voleuse, 2 magiciens, un prêtre. On notera qu'il n'y a pas de guerrier, alors que le guerrier dans Shadowdark, c'est quand même quelque chose d'assez important. Il peut porter tous les types d'armures, même si les PJ n'ont pas encore accès à 1 milliard d'armures différentes, qu'il va falloir qu'ils achètent des armures, quoi, s'ils veulent des bonnes armures ou qu'ils en trouvent. C'est celui qui peut porter toutes les armures, utiliser toutes les armes, il fait plus de dégâts, il a plus de points de vie. Donc c'est vachement utile en combat, c'est la meilleure classe en combat concrètement. C'est le guerrier, il est fiable à tous les coups, ils en ont pas, donc on va voir comment ils s'en sortent. Ensuite vient le moment du voyage. Les PJ quittent le village de Piémont, ils commencent par partir par la forêt. À ce moment-là, moi, c'est parti. Je commence à utiliser les règles de Shadowdark. Maintenant, je ne fais que réagir à ce qu'ils me disent. Je me repose pas mal sur le hasard, parfois sur mon jugement. C'est plus ou moins au feeling. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une expédition qui se forme, j'essaye de prendre le pouls de où est-ce que veulent aller les PJ pour préparer quelques trucs en amont, une sorte de minimum vital. Le reste, je le laisse plutôt au hasard. J'utilise des tables aléatoires que je peux adapter un petit peu pour rester dans le ton de la campagne en cours, pas forcément faire apparaître plein de monstres exotiques d'un seul coup. Mais voilà, si ça peut introduire un monstre auquel on s'attendait pas, genre il y a une manticore dans la vallée, ça peut dire quelque chose sur l'univers, ça commence à montrer que l'univers est vaste et que explorer a du mérite. Donc ils partent dans la forêt, le voyage fonctionne en quarts, c'est-à-dire qu'on peut voyager matin, après-midi, soir, nuit, c'est les 4 quarts qui composent une journée. Et donc au matin, il traverse la forêt. Moi, je jette un petit dé de rencontre aléatoire, voir s'il trouve quelque chose, et tombe sur un cloître abandonné. Les PJ n'ont pas décidé de visiter ce cloître. Je leur explique qu'il est dans une sorte de clairière, qu'il est recouvert par des plantes grimpantes, qu'il a l'air ancien, qu'il a l'air relativement petit, donc que c'est certainement pas une église dans laquelle on célèbre une messe, quelque chose comme ça, plutôt un endroit où on va se chercher l'isolement, quelque chose comme ça. Il est au milieu de la forêt qui est déjà de base assez inquiétante. Les PJ décident de le contourner, donc ils le contournent, pas de danger immédiat, on passe à la suite. Maintenant qu'ils sont un peu plus loin de Piémont, je commence à demander des jets d'intelligence, pardon. Donc il faut qu'il y en ait un qui décide de guider le groupe et il va faire des jets d'intelligence pour guider le groupe, et s'il se foire sur ces jets d'intelligence, bah il va pas dans les cases qu'il aurait voulu. C'est une des petites mécaniques. Quand les PJ voyagent dans des cases déjà visitées, il n'y a pas nécessairement besoin de ce jet, à moins que la configuration des lieux ait vraiment changé, que j'estime que voilà, c'est un terrain où il est vraiment difficile de se retrouver. Donc quitter Piémont pour aller dans la forêt, vu que c'est à proximité, ça demande pas de jet, mais à partir du moment où ils commencent à aller dans cette zone-là, ils sont un peu plus dans l'inconnu quand même. Surtout qu'ils veulent entrer dans les montagnes dans lesquelles ils sont jamais allés. Donc Zaldini le Rouge fait un jet d'intelligence, il échoue, et du coup il perd un peu le groupe, ils partent
dans la plaine. Ça leur fait perdre un quart, mais c'est pas grave. Pareil, je check s'il y a des rencontres aléatoires. Pour l'instant, c'est plutôt calme. Je leur explique qu'ils sont en train de monter en altitude quand même. Ils se dirigent vers la montagne. Et ça fait écho à ce que leur a raconté Cyril dans l'auberge finalement. Ils se rendent compte, alors qu'ils montent dans des petites collines, qui prennent de l'altitude, qui montent dans la montagne, qu'en fait, s'ils sont sur un point en hauteur, finalement, ils voient toute la vallée, ils voient tout leur petit monde. En même temps, ça leur fait prendre conscience de la taille de leur vallée, de sa beauté. Ils ont une vue qui surplombe, c'est un joli panorama. Et d'un autre côté, ils se rendent compte à quel point ils peuvent voir tout le monde dans lequel ils ont vécu depuis un seul endroit. Ils continuent à grimper et ils partent dans les montagnes. Arrivant dans les montagnes, pareil, je fais un petit jet de rencontre aléatoire. Puis je tombe sur un truc genre Berserker, Hunter, un truc du style. J'ai pas nécessairement envie d'introduire une nouvelle faction humaine. Il y a déjà pas mal de factions humanoïdes différentes à gérer pour le moment. Donc j'ai pas envie de surcharger de factions pour l'instant la vallée, de créer quelque chose de complètement nouveau. Donc je l'interprète comme étant des zombettes. C'était genre Hunting Party, donc un groupe de chasseurs, quelque chose comme ça. Je dis que c'est des zombettes parce qu'on a déjà des zombettes dans la campagne. Après, est-ce que c'est les zombettes du même clan, etc. Ça, c'est une autre question. Donc je dis au PJ, vous êtes en train de grimper, c'est assez rude, vous êtes obligé de profiter des reliefs les plus avantageux pour avancer, sinon vous seriez obligé de vous en remettre à une escalade périlleuse. Vous grimpez, puis d'un seul coup, toi, d'Albator, qui est un ancien soldat, tu entends des bruits un peu animaux, mais pas seulement en fait, tu sais pas trop dire. Toi, c'est pas simplement un sanglier ou un ours qui est en train de se gratter sur un rocher. Il y a du danger devant. Donc je leur demande ce qu'ils veulent faire et ils commencent à blablater. Vous savez, les magiciens, cette tendance à blablater. Oh, nous devrions faire ceci, oh, nous devrions faire cela. Tamara, elle est un petit peu plus, elle a un peu plus le sang chaud. Elle décide de s'éloigner du groupe et de commencer à grimper. Donc je lui fais faire un jet de discrétion, voir si elle se fait repérer par quelque chose. Elle monte. Sans se faire repérer, elle remarque qu'il y a un grand groupe d'hommes bêtes qui est en train de surplomber leur position et qui les ont pas encore repérés. Elle revient vers eux, elle leur explique tout ça. Et moi, pendant ce temps-là, j'arrête pas de faire des petits jets de dés. Grosso modo, j'ai toujours un D6 sur la main. Je le jette très régulièrement, surtout si les PJ parlent, pour voir comment la situation évolue autour d'eux, au fil du temps qui passe. Et en général, je jette le dé. Quand je fais plutôt vers 6, il se passe des choses plutôt positives. Donc en l'occurrence, ce qui serait plutôt positif pour eux, c'est que les hommes bêtes ne se mettent pas à les chercher, qu'ils soient prudents et que ça leur laisse le temps de continuer à affiner leur plan. Et puis, si on fait plutôt des résultats bas, c'est plutôt négatif. Ça veut dire que le monde bouge autour d'eux, tout simplement. C'est pour savoir à quel point les choses bougent autour d'eux, en fait. Et j'ai toujours ce D6 sous la main, je le jette. Et donc, ils discutent. Et puis au bout d'un moment, moi, je finis par faire un 1 sur mon D6. Et ça signifie que d'un seul coup, les hommes bêtes sont silencieux. Mais je crois même, en fait, que les hommes bêtes sont devenus silencieux avant que Tamara n'aille jeter un coup d'œil. C'est ce qui lui a mis la puce à l'oreille et qui a motivé le fait qu'elle aille jeter un œil. Je pense que c'est plutôt dans cet ordre-là que ça s'est passé. Donc elle entend leur silence, elle va voir, et là elle voit qu'ils sont tous tapis, genre à plat ventre, il y en a un qui lève la tête, ils sont en embuscade. Ils ont entendu les PJ mais ils les ont pas encore localisés. Donc ils sont prudents, comme les PJ. C'est un peu... les deux camps sont sur leur garde. Les PJ décident, après encore moult élucubrations, discussions, remises en question de l'existence même, j'ai envie de vous dire, ils décident de contourner, de pas se battre, même si ils ont déjà rencontré une faction d'hommes bêtes, enfin, une expédition précédente a déjà rencontré une faction d'hommes bêtes, ils n'ont pas particulièrement envie d'aller faire causette, ils préfèrent la jouer safe, ils font le tour, jet de discrétion, jet d'escalade, etc., parce que du coup ils empruntent pas le chemin logique et donc ils finissent par arriver ici. Pour contourner, ils doivent faire des jets d'escalade. Donc c'est Tamara qui ouvre la marche parce que c'est la voleuse, elle a des avantages pour escalader et tout. Donc elle grimpe, elle prépare le terrain en plantant piton et cordes et ils arrivent à contourner tranquillement ce premier obstacle aléatoire finalement. Donc ça crée une scène de tension, il n'y a pas de combat nécessairement et tout, c'est la partie on va dire aléatoire du jeu, table aléatoire et tout, qui fait vivre un peu l'expédition. Il n'y a pas que la destination, il y a aussi les trucs en chemin. Et si ça tombe, s'ils avaient commencé à discuter avec les hommes bêtes, ça aurait changé beaucoup de choses pour la suite. Parce que soit ils s'en seraient fait des ennemis, ils se seraient retrouvés vraiment dans le mal, ils auraient dû abandonner leur objectif initial et revoir à la baisse le but de cette expédition. Soit ils auraient pu s'en faire des alliés, ce qui leur aurait permis peut-être d'être plus forts pour un futur combat, et donc du coup de pouvoir faire plus de choses dans la séance. Bref, vous voyez, cette rencontre aléatoire aurait pu conditionner de bien des manières la suite. Les PJ jouent prudemment, et c'est pas négligeable dans la Shadow March, parce que si vous voulez atteindre vos objectifs, vous déplacer sur la carte, etc., quand vous avez le luxe de choisir si vous voulez faire face à une rencontre ou la contourner, parfois la contourner, ça peut être un moyen de gagner du temps, d'économiser des ressources, etc., etc. Parfois, vous aurez moins de chance, vous tomberez nez à nez avec une créature, ou alors vous serez même pris en embuscade, et à ce moment-là, il faudra faire avec. Ensuite, les PJ arrivent au dernier endroit de cette séance, le dernier lieu qui va bien prendre une bonne heure et demie. Les parties sont d'environ 3 heures, une heure et demie ou une heure, je sais plus trop. En tout cas, c'est là
que va se concentrer la plus grande partie de la séance. Et on va dire que cet endroit, c'est l'endroit que j'ai préparé. En général, quand les PJ pensent à une destination précise dont ils ont connaissance, je fais un peu de préparation. Je ne le laisse pas complètement au hasard. Alors c'est une préparation assez légère, malgré tout, pour me laisser de l'espace pour improviser. Ça donne un peu de consistance à leur expédition. Il peut y avoir des expéditions où on est plus à tâtons, à essayer juste de trouver des nouvelles informations, à se renseigner, etc. Où on n'a pas nécessairement un endroit précis où on veut aller. Dans ce cas-là, la séance relèvera beaucoup plus de l'aléatoire, mais dès lors que l'objectif est assez précis, ou alors qu'il va y avoir un événement auquel il faut réagir. Il peut y avoir une séance où finalement on ne fait pas vraiment une expédition, c'est le village, il est attaqué. On avait fini sur un cliffhanger la fois d'avant, on sait que le village va être attaqué. Bon bah la séance suivante se passe dans le village, il faut le défendre, et là moi je vais en profiter pour préparer un peu plus. Donc c'est pas complètement bac à sable improvisé à chaque fois, en fonction de là où en sont les enjeux, de ce que veulent faire les PJ, je prépare des petits trucs. Cette fois-ci, donc ils voulaient aller au temple, donc j'avais un peu préparé le temple, donc j'ai ma petite battle map. Donc je leur explique qu'ils voient depuis les hauteurs d'une montagne une sorte de vallon au milieu duquel il y a une petite colline sur laquelle se situent les ruines d'un temple. Sur cette colline, un temple vraiment ancien, c'est-à-dire que les murs sont abattus et tout, il en reste que le rez-de-chaussée finalement. On en devine encore la structure, la forme, il y a un escalier qui permet d'atteindre le sommet. Et voilà, si ce temple avait eu un toit et des étages, il n'en est plus rien. Et ce que je leur explique, c'est que du coup, ils peuvent approcher à peu près par n'importe quel côté, étant donné qu'on n'est pas obligé de suivre l'entrée officielle, vu que les murs sont tombés. Donc les PJ, pareil, toujours d'Albator et Zaldini, ils aiment bien discuter. Donc Zaldini, il fait « Ah, nous pourrions passer par ici ». Albator, il fait « Ah, nous pourrions passer par là ». Tamra, toujours, son sang ne fait qu'un tour. Et il est à noter que Aran est plutôt quelqu'un qui est sur la réserve, très certainement visité par Saint Eragnis à chaque instant. Il a des flashs, c'est un illuminé. Donc lui, il ne donne pas tellement son avis dans ces prises de décision-là. On verra néanmoins qu'il s'avérera héroïque par la suite. Donc Tamra, elle décide « Bon, vous parlez trop les gars, elle est téméraire, elle va jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passe. » Elle approche de la ruine et elle voit des individus nouveaux, des hobgoblins. Alors au début, elle sait pas que c'est des hobgoblins vivant dans la vallée, elle sait pas du tout ce que c'est. Il y a un petit côté méta au jeu qui est assez drôle, c'est que comme dans Shadow Dark, quand on crée un personnage, il peut parler plusieurs langues par défaut. C'est assez drôle de se dire que les mecs vivent dans une vallée où ils connaissent personne, ils sont complètement paumés, mais il y en a certains qui parlent 4-5 langues. Et en fait, c'est complètement débile, mais on joue avec parce que tout simplement pour le gameplay, c'est un peu plus amusant si on peut communiquer avec des factions, tout ça. Et comme on n'est pas sur une longue campagne, on va dire, sur une campagne avec un suivi d'un groupe spécifique, on va pas tellement jouer les intercessions où on peut essayer d'apprendre une nouvelle langue, etc. Donc par souci de simplicité, les PJ peuvent parler des langues que personne ne parle dans leur vallée. C'est assez rigolo. Néanmoins, Tamra, elle sait pas parler l'hobgoblin. Elle voit bien que les mecs ont des têtes qui ressemblent un peu aux gobelins, tels que Zaldini le Rouge, sauf qu'ils sont un peu bodybuildés, ils ont des armures qui ne laissent aucun doute sur leur bellicosité. Donc elle regarde, elle jette un coup d'œil, elle se fait pas repérer par le hobgoblin, elle remarque qu'ils sont à peu près 4, qui sont en train comme ça de surveiller la zone, un peu négligemment, ils sont pas vraiment sur leur garde, il y en a 2 qui jettent des coups d'œil vers le lointain, il y en a 2 qui boivent des coups, qui sont en train de prendre le petit-déj, quoi. Elle remarque qu'ils ont investi la zone, qu'ils ont monté un campement, et elle remarque qu'il y a 3 cages avec des prisonniers, mais qui sont un peu trop loin pour savoir qui sont les prisonniers. Donc Tamra rapidement fait demi-tour. Il se passe quelque chose à Monopolis. Il se passe quelque chose dans cette ruine. Alors explique la situation. Ils décident tous les 4 donc de s'infiltrer par la ruine. Déjà ils sont surpris que ce soit des hobgoblins. Il n'y avait pas encore de hobgoblins dans la campagne. Quoique la deuxième expédition, mais les PJ auront certainement oublié. La deuxième expédition qui s'était rendue dans des ruines souterraines avait trouvé un corps de gobelin plus grand. Je l'avais décrit comme ça. Et c'était un corps de hobgoblin. Mais c'est un peu passé, il y a d'autres informations qui sont passées. Cette deuxième expédition, c'est pas quelque chose qui a marqué les PJ en tout cas. Ils avaient déjà vu un corps de gobelins dans les souterrains. Bref, ils sont un peu surpris de voir qu'il y a des hobgoblins. Ils décident de contourner comme ça. Tandis qu'ils contournent, je leur dis qu'il y a un corps qui sonne dans le vallon. Le corps dans le vallon, c'est pour moi une manière d'amener un timer. J'ai besoin d'avoir des timers sur des situations, surtout quand elles sont assez ouvertes comme ça. Il faut qu'il y ait une urgence. Je trouve ça plus sympa. C'est pas forcément une menace immédiate qui les pousse à fond à agir le plus vite possible, mais ça leur fait prendre conscience que la situation qu'ils observent n'est pas en total statu quo, et ça permet d'avoir un retournement de situation à un moment donné. Pour l'instant, ils savent pas vraiment ce que c'est ce corps, ça résonne dans la vallée et tout, ils savent pas trop. D'ailleurs, ils observent, est-ce que le corps vient, enfin le son du corps vient du temple, est-ce que les hobgoblins font une sortie et tout? Je leur dis non, pour l'instant, vous savez pas ce que c'est. Donc, ils avancent comme ça, ils font le tour, et décident d'infiltrer le truc. Donc là, ils se mettent en place, Aran se met ici, Dalbator se met ici, tac,
tac. Ils sont comme ça à peu près au début de l'infiltration, qui échouera misérablement. Qui remarque, même si l'image n'est pas contractuelle, c'est que ici, donc c'est une sorte de sanctuaire, plutôt comme une sorte de pavillon ou une sorte de kiosque. En fait, il y a des traces de colonnes. On pense ils imaginent facilement que ça, c'était une partie du temple qui n'était pas à ciel ouvert, mais qui n'avait pas de mur. En fait, c'est des colonnes qui soutenaient certainement un toit en arche qui était ouvert sur l'extérieur. Il y a des statues qui représentent, une fois de plus non contractuelles, des hommes agenouillés, des dracos-prêtres. Et au milieu, il y a ce qui reste les fondations d'une statue de dragon. On en voit encore les pattes, peut-être le début d'une jambe de dragon. La statue est brisée. Aran, qui est prêtre, alors qui est mineur illuminé, mais ça reste quand même le mec le plus tourné religion, on va dire. Il fait un petit jet d'intel, il me semble, et pour essayer d'identifier en fait quel dragon était représenté juste en voyant les pattes. Et il estime que c'était certainement un sanctuaire du glouton, un des 3 dragons qui veillent sur la vallée, un des 3 dragons ancestraux, les divinités de la comté. Tamra part devant, Zaldini reste derrière, il se dit « Je suis un gobelin, donc si je me pointe, peut-être je pourrais discuter avec les hobgoblins. » Malheureusement, Tamra, donc ils approchent, ils veulent essayer de voir ce qu'il y a dans les cages et tout. Tamra approche, et en fait, elle rate un jet de discrétion, elle est désavantagée. Je lui fais faire un jet de discrétion seulement à elle, parce qu'il n'y a que elle qui essaye de vraiment avancer. Et je lui fais faire avec un désavantage, parce qu'il y a ses amis qui le suivent. Elle se fait repérer par les hobgoblins qui commencent à la contourner. Ils ont pris conscience de sa présence. À ce moment-là, Zaldini le Rouge essaye de s'interposer et de dire « Excusez-moi, nous venons en paix. » Il fait un jet de charisme, enfin de réaction modifié par sa stat de charisme. Malheureusement, ça ne passe pas du tout. Les hobgoblins sont hostiles, ils arrivent et... ils foutent Zaldini à terre. Un combat s'ensuit, Tamra frappe d'opportunité dans le dos. Dalbator invoque une énorme armure de mage en mode Power Rangers, teintée d'argent et de noir. Aran, lui, qui avait commencé à préparer son coup, utilise un sort de lumière pour illuminer les restes de la statue de dragon. L'idée étant sympathique, je considère qu'un des hobgoblins est un peu surpris. Je lui fais faire un jet de morale, et certainement que c'était le plus superstitieux d'entre eux. Il échoue, et il se retire du combat, il a peur de cette statue qui s'illumine. Rapidement, les hobgoblins commencent à se regrouper, et là, je vous passe tous les détails du combat. C'est un combat, pour tout vous dire, lorsqu'il a commencé, je me suis dit « Holy shit !» Holy shit, est-ce qu'ils vont tous mourir? Parce que les hobgoblins, clairement, c'est pas détendre, et le groupe n'a pas de guerrier, on me rappelle. Et pas de guerrier, c'est pas gagner, parce que le guerrier, c'est ça qui est sympa dans Shadow Dark, c'est pas... Toutes les classes sont fortes en combat, vous voyez. Toutes les classes peuvent se révéler utiles en combat. À haut niveau, un magicien de niveau 10, il va pouvoir très certainement neutraliser une bande de gobelins de niveau 1, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quand même... Le guerrier, c'est celui qui est le plus consistant en combat. C'est celui qui a une bonne résistance de base sans... trop dépendre du hasard, il fait plus de dégâts, peu importe sa chance au dé, il touche plus souvent et tout. Donc ne pas avoir de guerrier en combat, ça reste assez périlleux. Qu'est-ce qu'il y a comme élément notable de ce combat? Déjà, il faut noter que lorsqu'ils ont contourné le truc, ils comprennent pourquoi il y a le corps. Ça, c'est important. Pendant tout le combat, progressivement, il y a des hobgoblins là qui avancent avec une charrette. En fait, ils ont fait sonner leur corps pour se signaler à leurs amis qui sont dans le temple, pour leur expliquer qu'ils sont en train d'arriver. Ils avancent tout doucement, ils n'entendent pas forcément la rumeur du combat, donc ils ne se pressent pas particulièrement. Mais ça reste un élément important pour la suite. Donc le combat, Zaldini tombe, Tamra essaye de poignarder un hobgoblin, c'est la mêlée. Dalbator aura quand même fait une réussite critique à son armure de mage, ce qui fait qu'en fait, il double les effets de son armure de mage. Ce qui fait que même s'il a peu de points de vie, c'est un peu le tank, d'une certaine manière. Donc il va essayer de gagner du temps, il va faire pas mal de mains brûlantes, des mains brûlantes qui vont neutraliser quand même pas mal de gobelins. Ils auront une certaine chance au dé dans ce combat parce qu'ils vont réussir à éliminer des gobelins. Et puis, ils ont bien joué de stratégie. Aran a fait fuir des gens en illuminant la statue. Il va réussir à relever Zaldini en utilisant un sort de Cure Wounds, donc il va le soigner. Tamra, elle, va commencer à vouloir aller se diriger vers les cages pour les ouvrir potentiellement et libérer des pirates. C'est l'anarchie, 2 hobgoblins prennent feu. Zaldini tombe à nouveau en se prenant un coup d'épée par un hobgoblin. Aran, cette fois-ci, pourra pas l'atteindre à temps malheureusement. Dalbator aussi va tomber à un moment donné, mais il va se relever. Tamra et Dalbator, c'est un peu le duo qui va réussir à faire le plus de dégâts, parce que Dalbator, il va réussir pas mal de fois son sort de main brûlante, cramant les hobgoblins. Et Tamra, elle va balancer la flasque d'huile, une arme redoutable à ce stade, à ce stade de la campagne. Et donc, ils vont réussir à carboniser plusieurs hobgoblins. Donc en fait, malgré la force des hobgoblins, l'usage du feu va leur permettre d'affecter le moral des hobgoblins, d'en tuer 2, d'en faire fuir 2. Il me semble, ou d'en tuer 3 même, je crois. Donc, ils vont réussir à prendre le dessus. Néanmoins, Zaldini le Rouge, qui avait déjà eu une expédition dans les pattes,
Il n'était pas à sa première expédition. Zaldini le Rouge, un personnage emblématique du début de cette campagne. En fait, ce qui est marrant, c'est que quand on a fait un one-shot pour intégrer quelqu'un dans la Shadow March, le joueur jouait déjà Zaldini le Rouge, et quand il a rejoint la Shadow March, il a dit bah, Zaldini le Rouge continuera dans la Shadow March. Donc c'était un peu son petit perso de cœur, et malheureusement Zaldini le Rouge aura échoué à ses jets, on n'aura pas réussi à le sauver. La voleuse aura essayé de lui faire du bouche à bouche, malheureusement à force d'échecs critiques, elle lui aura fait du bouche à œil, et le bouche à œil, Dieu sait que c'est inefficace. Et donc Zaldini va tomber, à ce moment-là on change la musique, Zaldini raconte comment il rejoint ses ancêtres. Et il rend son dernier souffle. Et donc le joueur qui incarne Zaldini le Rouge doit introduire un nouveau personnage en la personne de Zaldini le Bleu, qui est le frère de Zaldini le Rouge, qui n'est pas un magicien mais un voleur, qui suivait le groupe depuis le début. Dès qu'il y a un personnage qui meurt, le plus vite possible, j'essaye d'introduire un personnage de rechange pour que la personne continue à jouer. Et donc Zaldini le Bleu arrive, c'est un autre membre de la famille Zaldini. Il voit son frère qui meurt, il fait « Non, Zaldini !» Il se vénère et tout. Néanmoins, il arrive plus ou moins après la guerre, le combat est presque fini. Un des hobgoblins blessés essaye de courir pour aller sonner le corps du temple, pour avertir le chariot en contrebas de la situation. Il y parvient malgré que les PJ essaient de l'intercepter avec des flèches et tout. Du coup, les hobgoblins ici, ils se mettent à courir, comprenant qu'il y a un problème, et les hobgoblins se regroupent. Pendant ce temps, le groupe libère en fait tous les gens qui étaient en cage et les équipes. Ce qui fait que quand les hobgoblins arrivent, reviennent avec les renforts de chariot, il y a 3 hobgoblins qui reviennent. Ils voient qu'en fait ils sont en totale infériorité numérique, que les prisonniers ont été libérés, qu'on leur a donné des armes. Et donc ils préfèrent rebrousser chemin, on arrive vers la fin de la séance. Quelles infos récupèrent les PJ à la fin de cette expédition? En gros, si on devait résumer ce qu'ils découvrent, eh bien, les hobgoblins avaient déjà fait des prisonniers, ils avaient récupéré le fameux tribut, donc ils sont de mèche avec les faux dracoprêtres. La situation commence à s'éclaircir, la charrette venait chercher très certainement des bouts du tribut, des prisonniers, etc. pour les emmener autre part. Et en fait, ce qui va leur donner le plus d'informations, c'est leur conversation avec 2 personnages. Alors, la personne de Clifton, le capitaine des pirates de l'équipage de Cyrael, la fameuse informatrice du tout début de ce petit récap. Clifton va leur expliquer tout ce qui s'est passé. Et il y a aussi Igor le Puant. Igor le Puant, c'est un PJ de la toute première partie de la campagne qui a été fait prisonnier par des drôs. Et donc là, les PJ vont apprendre que les drôs et les hobgoblins sont de mèche, entre guillemets, pour venir piller leur île. Igor, lui, il a été otage des drôs et donc il va pouvoir leur donner des infos. Donc ce que leur explique Clifton, c'est que leur navire de pirates, qui d'habitude vient chercher le tribut chaque année et tout, ils ont perdu leur navire, ils étaient dans la mouise, et donc ils ont accepté de travailler pour des drôs, pour les guider vers cette île, sans savoir vraiment quelles seraient leurs intentions, même si, bon, il y a un peu d'hypocrisie là-dedans, parce qu'ils étaient bien armés et tout, donc ils pouvaient se douter qu'en amenant les drôs et les hobgoblins ici, ils n'allaient pas venir pour cueillir des épis de blé. Il les a menés jusqu'ici, et quand il a réalisé que les drôs, les hobgoblins faisaient des prisonniers dans la vallée, pillaient tout sur leur passage, massacraient des innocents, avec ces gars, ils ont essayé de faire une mutinerie, ils ont une sorte de sursaut d'humanité, d'orgueil, d'honneur, peu importe. Ils tentent une mutinerie, malheureusement la mutinerie échoue, Clifton se fera couper la main et mettre en cage. Il explique également que les drôs ont un navire qui s'appelle le Frelon Noir, navire qui, si on s'en réfère à la carte, devrait se trouver quelque part ici, qui a mouillé l'ancre au nord de l'île, et qui a un accès à la terre grâce à des barques, mais également parce qu'il y a une sorte de caverne troglodyte au bord de la falaise sur la côte nord de l'île, et donc ils peuvent entrer aussi par les souterrains, les drôs. C'est pour ça que dans les expéditions précédentes, les PJ auront rencontré des drôs dans les souterrains. Donc voilà, il leur explique que les hobgoblins sont nombreux, armés, qui travaillent main dans la main avec les drôs, qui sont pas venus pour coller des gommettes, qui vont prendre le tribut, qui prennent des esclaves, qui prennent tout ce qu'ils trouvent. Igor le Puant, lui, il a été fait prisonnier par les drôs, et il ajoute des petites informations à toute cette histoire. Il dit que lorsqu'il était prisonnier des drôs, il a à un moment été gardé dans leur base souterraine, dans la zone troglodyte, et qu'il a vu des drôs affectés par des champignons qui ont déjà été croisés avant dans la campagne, qui ont des sortes d'effets toxiques. Et pour lui, ce qu'il dit, c'est que si les drôs et les hobgoblins sont une véritable menace, il y a quelque chose qui fait peur même aux drôs et aux hobgoblins, ce sont ces champignons. Et que bien que le conflit le plus évident ce soit celui des habitants de l'île face aux drôs et hobgoblins, il y a une menace peut-être encore plus grande qui est en train de grandir sous l'île. Donc là, on remet les pendules à l'heure, il y a des horloges, il y a différents dangers à gérer. On a des mecs avec qui il va être très difficile de négocier, les drôs et les hobgoblins. Est-ce qu'on vraiment peut faire une alliance avec eux? Est-ce qu'on peut leur parler? Est-ce que finalement,
Il vaut mieux pas les laisser partir avec leur butin mal acquis. Voilà, il y a toutes ces questions-là qui se posent en termes de timing pour les PJ. Est-ce qu'ils vont devoir quitter leur île si le mal qui se trouve sous terre est inarrêtable? Est-ce que le mal sous terre est inarrêtable? Est-ce qu'on peut pas trouver un moyen de l'arrêter? Une autre chose que les PJ ont remarqué avant qu'on ne clôture cette expédition, c'est que Aran, avec l'aide de d'Albator, ils vont traduire tous deux ce qui se trouve sur une sorte de pierre, des gravures en draconique, qui racontent un petit peu l'histoire du passé du lieu dans lequel s'est passée la séance. Et grosso modo, ils comprennent que par le passé, il y avait des dracoprêtres et qu'ils ont subi un châtiment après avoir commis une faute, châtiment perpétré par le général, qui est un des 3 dragons. Les gens de la vallée vénèrent sans trop savoir ce que c'est. Le général apparemment aurait abattu son châtiment et donc on peut présupposer que c'est lui qui a détruit ce temple. Mais est-ce bien cela? Est-ce cela qu'il fallait comprendre? Parce que le texte laisse supposer, mais il est lacunaire. Ainsi se termine cette partie. Alors je passe vite fait là-dessus. Il y avait aussi, dans les mentions honorables, Constantin le Repenti, un autre PJ qui, dans une expédition précédente, s'était fait prendre en otage, avait disparu. Donc il va peut-être pouvoir revenir dans la campagne. Qui lui, par contre, est vraiment passé directement de la case « je suis un héros, je fais des trucs cool » à « je suis en cage dans le temple ». Donc il n'a pas énormément de choses à raconter de plus que Clifton et les autres qui étaient en cage. Et il y a également 2 hommes bêtes. On est arrivé vers la fin de la séance, alors on n'a pas trop traité de ce qui s'est passé avec ces 2 hommes bêtes. Est-ce que ce sera un chapitre oublié de l'histoire? Est-ce qu'il y aura des détails qui seront apportés? Finalement, c'est pas si important. On n'a pas besoin de prendre de l'importance dans cette campagne qui est déjà suffisamment complexe à gérer parce qu'on change souvent de joueurs, etc. Les PJ rentrent, ils font une fête. Au début, les gens sont un peu pas d'accord pour qu'on laisse entrer les pirates dans le village quand on sait que les pirates, à la base, c'est quand même des énormes arnaqueurs qui se faisaient passer pour des dracoprêtres. Les PJ participent à une épreuve de lancer de tronc, qu'on départage les 2 camps. Ils réussissent l'épreuve de lancer de tronc, ce qui permet de laisser rentrer les pirates au village. Néanmoins, celui qui a perdu l'épreuve de lancer de tronc deviendra peut-être un rival. Je ne sais pas, c'est une possibilité. La partie se termine un petit peu sur la fête des Ewoks, grosso modo. Il y a néanmoins une petite conversation, laquelle on passera rapidement entre justement Constantin le Repenti et Aran. Aran qui explique à Constantin que dans ses visions, et d'ailleurs pendant la partie, j'ai sauté un peu ce passage, mais à un moment ils ont fait un petit campement et Aran nous a décrit dans son sommeil une vision qu'il a eue de Saint Héragnis. C'est un peu Jésus. J'adore en plus cette tête, ça m'éclate. Et donc Aran et Constantin auront quelques échanges théologiques, remettant en question l'existence des dragons et tout, et ça marquera la fin de cette expédition. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce format, moi je trouve que c'est sympa. La vidéo est relativement longue, alors je vais peut-être pas revenir tout de suite sur les petites leçons que j'ai pu tirer de cette vidéo. C'est un premier essai, vous me direz si c'est cool. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire en commentaire si c'est bien. À venir sur le Discord, n'hésitez pas à poser des questions, etc. Ou à faire des suggestions sur ce que vous voulez voir par la suite sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller sur Tipeee. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Bonne journée, bonne partie de jeu de rôle.